Je suis à l'étranger, mais mon cœur est au pays. C'est ma patrie. Je resterai Camerounais. Jusqu'à ma mort. Et même dans la tombe, puisque la nationalité ne part pas. Et lorsque mon pays peut être attaqué par des camps ennemis, par des extrémistes, je me dois de fournir au moins le peu d'informations que je peux avoir. Et c'est pour ça que je vous prends toujours à témoin. Quand je donne une information, je dis, voilà ce qui va se passer. Notez. Parce qu'il ne faut pas qu'on vienne dire demain ou après-demain que J. Deming, on n'avait pas dit. C'est la même chose qui s'était passée avec Martinez Zogo. J'avais parlé 3 fois dans les directs. Et j'avais appelé Martinez lui-même 2 fois. J'avais appelé Aman Mana. J'avais appelé Jacques Blaise Mvier. Aman Mana s'était mis en retrait après avoir écouté mes alertes. Jacques Blaise Mvier, il avait dû déménager après avoir vu que même son chien avait été assassiné. Mais Martinez Zogo, il avait couru chez le délégué général de la Sûreté nationale. Mais ce sont des gens qui n'écoutent pas des renseignements. C'est-à-dire qu'il va lui donner des renseignements. Que j'ai des informations, que les gens veulent me tuer, mais il ne l'a même pas reçu. Il a beau dire à ceux qui étaient autour de lui, personne n'a pris cela au sérieux. Quand je parle ici, les services de renseignement sont là. Même ceux de la France, pour prendre des notes et pour vérifier. Comment se peut-il que je vous dise que le pays est en danger, qu'on sera attaqué? Comment on ne prend pas des dispositions? Comment comprendre que le chef d'état-major des armées, René-Claude Meka, le général, qui ne voit pas, qui n'entend pas, s'oppose à une résolution de celui qui peut être ministre délégué. Ou encore, de ceux qui, après la remise du rapport à Paul Biya, on lui a demandé, bon, qu'est-ce qu'il faut faire dans l'urgence? Malgré tout, parce que quand il entend parler que les gens là, ils peuvent même venir bombarder jusqu'à Toudi. Il avait donc donné l'accord pour que le BIR aille s'installer aussi à Oulgo, qui est un point stratégique. Mais qu'est-ce que Meka a fait? Meka qui n'est jamais parti là-bas. Meka a retiré tout ça. Il a dit, il ne veut pas entendre parler du BIR. Parce qu'il faut savoir que c'est Meka, le chef d'état-major, qui gère toutes nos armées. Les seules unités spécialisées qui ne gèrent pas, c'est la garde présidentielle et le BIR. Il ne voit pas le désordre qu'il y a là-bas. Il ne sait pas s'il y a les officiers qui sont sur le terrain pour pouvoir coordonner. Et comme je vous ai dit, il y a des divisions là-bas. C'est-à-dire que chacun essaie de se protéger et Boko Haram, ils swap, profitent pour les attaquer. Au lieu que le BIR s'installe donc à Oulgo, le chef d'état-major, on les appelle souvent, on l'appelle Sema. Il a envoyé le BIR s'installer plutôt à Bourgui. À Bourgui. Et non là où il y avait directement la grosse menace. Pourquoi? Parce que toutes
Tout ça, c'est parce qu'il veut gérer le Congo. À son âge-là, ces gens-là ne pensent même pas qu'ils vont mourir. Ils ne regardent même pas l'âge qu'il a. On ne sait pas ce qu'ils font avec de l'argent. Or, sur le terrain, les éléments sont aussi en colère. En colère par rapport à leur traitement. Parce que leurs primes sont détournées. Ils doivent avoir des primes de 90 000 francs. CFA. Je vous ai dit que le BIR a 100 000 francs CFA. Plus, je crois, 18 000 pour, voilà, 1800 pour les frais, des retraits. Au lieu de 90 000 francs, le général Meka envoie plutôt le général Sali Mohamedou, qui est commandant de la 4e région militaire. C'est lui qui tient le sac d'argent pour aller payer ses enfants. Le BIR est payé par virement. Mais lui, il se balade avec le sac d'argent et tout, et tout, et tout. Ici, au lieu de 90 000, on te donne 60 000. C'est-à-dire on est à couper 30. Au lieu de 90 000, on donne à d'autres 50 000. Mais qu'est-ce que tu vas faire puisque c'est dans cet argent que tu vas aussi couper l'argent de ta ration? Parce que, contrairement au BIR où il y a une alimentation, il y a ceci et cela, il faut se dire quand même que vers ce côté-là, le BIR, même si on accuse comment, ils sont quand même assez organisés, surtout que, curieusement, c'est ça que je ne comprends pas. Quand je parle ici, Eran Moïse, lui, il écoute. Eran Moïse du BIR, là, il écoute. Et la preuve, c'est qu'il a souvent reversé certains officiers que j'ai eu à dénoncer. Et c'est pour ça que le BIR se porte mieux. Les alertes que j'ai souvent données ont été considérées par Eran Moïse, qui gère le BIR. Parce que j'ai des sources d'information. C'est pour ça que vous voyez que le BIR ne perd pas les gens au combat pendant des mois et des mois. Vous n'allez pas voir les gars du BIR mourir. C'est les gens de l'armée régulière dirigée par Meka qui sont toujours morts. Assassinés, surpris. Comme s'ils n'avaient pas un service de renseignement. Donc, pour contrôler la bourse de l'argent, ils préfèrent donc ne pas installer une caserne BIR là-bas qui aurait pu justement recruter. Comment vous pouvez comprendre que des terroristes arrivent toujours dans le même camp, incendient les voitures, récupèrent les armes, brûlent, ils sont brûlés jusqu'à la caserne. Mais on ne vous parle pas de ça dans les journaux officiels. Hein. Allez voir là où ces enfants dorment. On dit que les dortoirs. Où sont les dortoirs? C'est pour ça que je vous ai dit qu'ils vont chez les Ndjomba. Manger un peu de couscous, boire un peu de bilibili. Et le BIR, lui, il est en train de... soit en train de contrôler tout ça. Quand il sait que le camp est déserté, ou il y a peu d'effectifs là-bas, boum, ils s'en vont. Parce que Meka, lui, se contente. Comment vous pouvez comprendre que Meka gère la force spéciale? Meka gère le bêta. Meka gère, mais c'est pas le BRR. Mais on ne voit pas un seul terroriste qui est abattu. C'est quoi ça? Donc, eux, ils viennent, ils ont les cuirasses, ils ont ceci. Après, ils prennent même le temps de se filmer et de poster sur des réseaux sociaux. La seule chose qu'on empêche maintenant aux militaires, c'est que ne filmez plus vos camarades, n'envoyez plus les images à Jipo de Bingono. Oh non, non, c'est ceci et cela et tout. Mais vous leur dites, mais est-ce que c'est eux qui me font savoir aussi que ESWAP prépare les attaques? Regardez, écoutez ce que je vous dis. Je n'ai pas fait l'armée, mais je suis informé. Je l'ai dit ici. C'est quelle honte ça? Que vous soyez surpris avec ça. Et le pire, c'est que ils utilisent des agents de la manipulation.
tel que Bruno Bidjan. Bruno Bidjan est assis là avec ses petits pieds de Lucky Luke, avec sa petite bouche longue comme les musarelles. Il est là parce qu'il a fini avec l'affaire Martinez-Zogo. Il s'est dit que pour ne plus retourner en prison, il faut cirer les pompes à l'armée, il faut cirer les pompes au gouvernement, il faut cirer les pompes à tel. Oh yo, tout est bien, ils sont bien nourris, ils ont des grosses joues, ils ont des belles maisons, ils sont bien logés, alors qu'il n'est jamais allé là-bas. Alors qu'il n'est même pas informé de ce qui se passe sur le terrain. Conséquence, les gars qui sont au front, ils sont très fâchés. Et d'ailleurs, ils ont envoyé leurs émissaires rencontrer un des proches de Bruno Bidjan, qui est Dieudonné Somba, qui est souvent à Vision 4, là, qui fait les débats. Dieudonné Somba. Ils étaient 5. 5 éléments, 5 militaires. Ils ont débarqué là-bas au camp Sonel de Yomaban. C'est là-bas où Dieudonné Somba vit. Ils auraient pu directement aller arrêter Bruno Bidjan par rapport à leurs revendications, que lui, il est en train de saboter leur travail et tout, et tout, et tout. Mais ils sont partis lancer un ultimatum et donner l'avertissement. Pour dire que Bruno Bidjan, continue avec tes mensonges là, on viendra te prendre. Ce que tu as fait à Martinez avec ton boss là, c'est pas avec nous. Nous, on va te manger, on va te griller comme le soya. Parce que c'est nous qui sommes au front, nous mourrons. Nous laissons nos enfants, nos femmes, parce que nous voulons défendre le pays. Mais au lieu de parler des conditions, de demander aux dirigeants de nous permettre de travailler dans de bonnes conditions, tu fais plutôt le contraire, tu dis des mensonges. Dieudonné Somba a répondu, oh, vraiment le petit, là, vous savez qu'il aime beaucoup d'argent, mais vraiment je vais quand même essayer de lui dire, de lui tenir informé, parce que vraiment merci d'être venu. Ils lui ont dit que on ne blague pas avec ça. Donc ils sont allés à Odomaba, au camp Sonel, pour dire à Bruno Bidjan, attention, danger. Le régime Biya a tenu parce que justement il y avait cette armée. Cette armée qui est dans des guerres depuis longtemps, qui ne bénéficie pas de repos, et où on parle parfois des problèmes d'avancement, où ils sont épuisés, et qui aujourd'hui, on voit qu'on ait beaucoup de désertions. Beaucoup d'entre vous avez constaté que les éléments de l'armée allaient en Russie, parce que là-bas, lorsque tu es, on a déjà 1 million de francs, et puis vous avez quelques temps de formation, et surtout si vous avez des enfants et tout ça. Mais cette armée est restée tout au moins républicaine, même si leur chef ressemble à des mercenaires qui ne cherchent que de l'argent. C'est aussi par là que notre danger peut arriver. À force d'opposer l'armée à l'armée, il peut même avoir des mutineries. On a vu ça en Côte d'Ivoire. Tellement on a eu à faire soulever l'odeur du tribalisme, du concept d'ivoirité, que les Ivoiriens ont commencé à se détester. Jusqu'à ce que c'est arrivé à une guerre civile dont les cicatrices jusqu'aujourd'hui sont presque béantes. L'exemple de la Côte d'Ivoire devrait au moins s'inspirer. Ceux-là qui veulent manipuler l'armée, veulent la diviser, comme si eux-mêmes allaient échapper lorsque les mutineries et les guerres civiles vont commencer.
L'exemple de la Côte d'Ivoire nous interpelle parce qu'aujourd'hui, ce qui arrive en Côte d'Ivoire avec un vieux président peut arriver également au Cameroun. D'où l'interpellation de Alpha Blondy. Pas Alpha Blondy, mais Tikenja Fakoly. C'est vrai que les deux sont de brillants artistes, mais ils sont aussi des artistes engagés. L'artiste est celui-là qui, à une certaine période de la vie, prend position. L'artiste demande la réconciliation, la fin de la guerre. L'artiste fait les œuvres, produit les œuvres de l'esprit. Les artistes sont donc importants, raison pour laquelle, même dans des meetings politiques, les artistes se retrouvent souvent sur des podiums, donnent des messages. On retiendra de Myriam Makeba sa grande lutte en Afrique du Sud pour la fin de l'apartheid. On n'oubliera jamais Bob Marley pour ses prises de position. Oui. On n'oubliera pas notre Ndingaman, la Piro de Mbanga. Mais en ce moment, combien d'artistes camerounais peuvent élever la voix? Il peut y avoir peut-être 3 maximum. Les autres, ils sont dans des clashs, ils sont dans des distractions, les présentations des véhicules, ou encore ce qu'ils appellent les challenges. Comme si la vie se limitait tout simplement à des bruits, à des distractions, alors qu'ils devraient être aussi des messagers. Il est mort, il avait des messages poignants. Et Boalotine. Mais, ceux qui sont là aujourd'hui, qui interprètent Eboalotine, ils n'ont jamais voulu au moins donner des messages qui peuvent sensibiliser l'opinion. Demander à la jeunesse de se préparer pour une élection présidentielle ou pour le changement, pour l'alternance. Ils préfèrent plutôt aller jouer dans des meetings du RDPC. Et ils sont tellement contents, ils affichent ça sur leur page, qu'ils ont été conviés au palais des Toudi. Tikenja, par contre, lui n'est pas camerounais, mais un vrai panafricain. Et voilà la situation qui est actuellement dans notre pays, avec un président qui a 92 ans. Déjà en 2018, il avait fait une sortie pour demander le départ de Paul Biya. Il avait appelé les Camerounais et il avait surtout averti que méfiez-vous, nous on a traversé ça. Il ne faut pas que Paul Biya meure au pouvoir parce que après cela, quand vous laissez un vieil homme d'État moisir au pouvoir, à la fin, ceux-là qui l'ont laissé vont créer une guerre civile. La Côte d'Ivoire a connu des bains de sang. Tout le monde sait que Houphouët-Boigny était appelé l'osage.
Mais a-t-il été sage? Puisque même quand il sentait ses forces l'abandonner, son clan ne faisait que lui dire « Tu es le plus beau, tu es le plus intelligent. » Ah oui, Houphouët-Boigny lui aussi, il avait transmis le pouvoir, délégation de signature à Alassane Ouattara. À la fin d'Houphouët-Boigny, la Côte d'Ivoire était aussi plongée dans le concept de l'ivoirité qui d'ailleurs a eu à créer pas mal de malheurs et beaucoup de morts. Celui qu'on appelait sage n'a donc pas laissé un héritage, puisque ce sont ses enfants qui ont mis le pays qu'on appelait havre de la paix à feu et à sang. Houphouët-Boigny souffrait d'un cancer de la prostate. Et ça fait combien de temps qu'on nous dit que Paul Biya, lui également, souffre du cancer de la prostate? Ça fait combien de temps qu'on voit Paul Biya qui est pratiquement absent? Mais c'est comme si, dans le camp du RDPC, la folie leur disait tout simplement, copions le mauvais exemple. Alors que nous nous apprêtons donc à organiser une élection à haut risque en 2025, ce ne sont pas des artistes camerounais qui font une sortie, mais plutôt, une fois de plus, Alpha Blondy, qui regarde le Cameroun, qui tel un ange, un prophète, lit les astres, consulte les boussoles et nous avertit du danger qui peut arriver, qui est en train de nous guetter. Alpha Blondy demande donc à ceux-là qui sont là, à vous la jeunesse, à vous qui croyez à un avenir, de voter contre Paul Biya, de vous débarrasser de Biya. L'essentiel, ce n'est pas de dire que je vais voter. Mais comme on dit, le vote ne suffit pas, il faut surveiller, il faut être capable de revendiquer. Je vais donc vous mettre Tikenja. Et écoutez-le. Bonjour, chers frères et sœurs camerounais. Je suis Tikenja Fakoli. Je m'adresse à vous aujourd'hui solennellement parce que je sais que demain, au Cameroun, aura lieu les élections présidentielles. Alors je voudrais vous demander de vous mobiliser massivement pour aller voter, car voter, c'est très important. Vous savez, aux États-Unis, beaucoup de nos frères et sœurs sont morts pendant qu'ils se battaient pour avoir droit au vote. En Afrique du Sud, beaucoup de nos frères et sœurs sont morts pendant le combat pour avoir droit au vote. Alors, quand on a l'occasion de voter librement, c'est très très important. Parce que voter, c'est montrer qu'on aime son pays. Voter, c'est prouver qu'on a le droit de dire quelque chose dans l'écriture de l'histoire de notre pays. Donc mobilisez-vous demain pour aller voter, pour montrer votre amour pour votre pays, pour montrer que vous êtes des patriotes. Mais je voudrais aussi vous dire que demain il faut voter contre Paul Biya. Pas parce que on est contre Paul Biya, mais simplement parce qu'il est très âgé.
Et tout le monde sait, quand on a l'âge qu'il a, alors les maladies ne finissent pas. Et quelquefois, des choses au-delà même de la maladie se passent. Et si Paul Biya meurt au pouvoir, alors vous allez avoir les mêmes problèmes que nous avons eu en Côte d'Ivoire. À l'époque, nous avions un vieux président qui n'a pas lâché jusqu'au bout. Et dès qu'il est tombé malade, la guerre de succession a commencé. C'est-à-dire la bataille pour le pouvoir a commencé. Et donc jusqu'à aujourd'hui, nous les Ivoiriens, nous sommes encore en train de payer le plus fort de cette guerre de succession. C'est une guerre de succession qui a divisé notre pays. Jusqu'à aujourd'hui, nous avons du mal à recoller les morceaux. Et donc nous n'avons pas envie que la même chose arrive aux Camerounais. Aujourd'hui, voter contre Paul Biya, c'est aimer le Cameroun. Parce que, normalement, Paul Biya n'aurait pas dû participer à ces élections présidentielles. La sagesse aurait voulu que Paul Biya arbitre ces élections. La sagesse aurait voulu qu'il attende que le nouveau président soit élu et qu'il fasse partie des conseillers du nouveau président pour maintenir la stabilité du Cameroun. Et malheureusement, il a fait le choix de partir. Et donc, si Paul Biya gagne ces élections, il va tomber malade. Il va peut-être mourir. Alors le Cameroun rentrera dans une période d'instabilité. Aujourd'hui, vous avez des problèmes avec les anglophones. Des anglophones qui réclament la sécession. Aujourd'hui, à votre frontière avec le Nigeria, à la frontière du Cameroun et du Nigeria, vous êtes confrontés à la situation de Boko Haram. Donc si le Cameroun rentre dans une période d'instabilité, alors ça sera fini pour ce pays. Sinon, ce pays va se retrouver dans une période de perturbation pendant très très longtemps. Et comme c'est un pays très important pour cette région de l'Afrique, c'est pourquoi je me permets aujourd'hui de donner mon avis, mon humble avis sur cette situation, d'attirer l'attention de la génération consciente au Cameroun, d'attirer l'attention de nos papas, de nos mamans au Cameroun, leur dire que élire un vieux président, c'est s'exposer à l'instabilité. Parce que s'il tombe malade, ceux qui sont derrière vont faire du n'importe quoi. Alors si Paul Biya avait fait le choix de ne pas se présenter et d'organiser des élections libres, transparentes, d'arbitrer ces élections et ensuite de rester quelque part le garant de la stabilité du Cameroun, je pense qu'il allait rentrer dans l'histoire et le Cameroun allait continuer son développement dans la stabilité. Mais quand vous regardez Paul Biya incapable d'aller en campagne, pourquoi un candidat ne va pas en campagne? Soit parce qu'il est malade, soit parce qu'il est fatigué, soit parce qu'il n'a aucune capacité de faire le tour du pays. Et Paul Biya vous a prouvé que soit il est malade, soit il est fatigué. Et quand vous allez le remettre sur le fauteuil présidentiel et qu'il va tomber malade, il va aller se faire soigner en Europe pendant des mois et des mois, la guerre de succession va faire rage, va faire des dégâts. Et vous allez connaître le même sort que nous les Ivoiriens en Côte d'Ivoire. C'est pourquoi aujourd'hui je fais cette vidéo pour attirer votre attention, chers Camerounaises et chers Camerounais. L'élection de Paul Biya n'arrangera pas le Cameroun. Je sais qu'il y en a qui ne croient pas, mais je leur demande de regarder cette vidéo quand cela va arriver, parce que nous on a vécu ça avec Houphouët-Boigny. Donc mobilisez-vous demain pour aller voter, mais sachez que l'intérêt du Cameroun se trouve dans la défaite de Paul Biya. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et j'espère que certains Camerounais vont suivre mes conseils et qu'ils iront voter demain contre Paul Biya dans l'intérêt du Cameroun. Rastafari, Africa. Les Camerounais, la belle famille, s'il vous plaît, venez. Encore. C'est vrai que les vieillards à la tête du Cameroun ont signé un pacte
et ils ont décidé de mourir au pouvoir. Ça, on a compris. C'est vrai que la jeunesse camerounaise a abandonné le Cameroun. Ça, on a compris. C'est vrai que le Cameroun est un continent en Afrique. Ça, on a compris. C'est vrai que ce même Cameroun, dans ce même continent, est absent. Ça, on a compris. Et Rio, les jeunes qui vont battre campagne pour Paul Biya, est-ce qu'il y a ce qu'on appelle la matière grise dans votre tête? Est-ce qu'il y en a déjà? C'est juste une question. Les jeunes qui vont battre campagne pour Paul Biya, à qui on donne de l'argent avec pain avec sardine. Non, c'est une question. Est-ce que ça va chez vous? Paul Biya, oh yeah! Paul Biya, oh yeah! Paul Biya, oh yeah! Et ça applaudit. Il est facile, ma boule là. Et voilà. Ma boule. Il est facile, ma boule là. Voilà les jeunes. Les Les mangeurs de pain. Avec les tenues du RDPC. Bien sûr que à chaque fois que ça arrive comme ça, on se dit, il y a un problème. Mais le peuple parfois se dit, pourquoi ça n'arriverait pas comme au Burkina Faso? Et d'ailleurs, on a entendu une militante, un cadre du PCRN, dire que le Burkina nous regarde. Les pays de l'AES nous regardent. Oui, parce que dans ce pays, les officiers parfois ont constaté l'incapacité du président et ont pris les choses en main. Aujourd'hui, les pays de l'AES sont dirigés par des hommes en tenue. Mais au Cameroun, cette situation peut-elle arriver? Bien évidemment, on va dire que le Cameroun, c'est le Cameroun. Sauf qu'on le disait aussi que le Cameroun, c'est un havre de la paix, que la guerre n'arrivera jamais comme en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, il y a la sécession, et il y a la guerre contre les Amazoniens, et tout ce qui arrive aux autres commence déjà à nous arriver. Alors, Paul Biya, aussi vieux qu'il est, on a déjà commencé à avoir des clans. Oui, le clan Bondayolo avec Motazé, le clan avec les Amgobelinga, contre le clan de l'homme à la punk, contre le clan de Laurent Esso, contre le clan de ceci et cela. Voilà ce qu'on est en train de voir. Et derrière ça, on s'est dit, qu'est-ce que l'armée va faire? En fait, les officiers de l'armée camerounaise, tellement grassement nourris parce qu'ils font des marchés, ne peuvent pas le faire. Mais ceux qui sont des sacs à dos sont obligés de déménager et d'ailleurs envoient des messages, sont prêts à prendre de la révolution. N'oubliez pas que c'est de l'extérieur que justement Kagame est arrivé au pouvoir en allant créer une rébellion. N'oubliez pas ce qui est arrivé en RDC avec Kabila. Mobutu se croyait très fort avec son armée, mais Kabila est arrivé et l'armée de Mobutu a fui. Aujourd'hui, beaucoup d'éléments de l'armée camerounaise, y compris des officiers, sont dans la diaspora. Et d'ailleurs, même Guérandi était dans la diaspora. Alors, ça peut aussi être quelque chose de très dangereux ou alors de très positif pour le changement. Si cette armée ne parvient pas à prendre ses responsabilités pour départager les deux camps, pour leur dire, ce n'est pas à vous, le pays, que vous devez partager ça comme le gâteau et verser le sang. Je vais vous faire écouter, bien évidemment, quelqu'un qui fait partie de l'élite de notre armée ou alors de ceux qui ont été formés, là-bas même en bas là, pas ceux qui sont actuellement précipitamment formés juste pour être lancés au front et qui ont abandonné. Vous-même, vous voyez le commentaire de ce monsieur. Il dit quoi? Son Excellence Paul Biya est une bénédiction pour le Cameroun. Le meilleur président de toute l'Afrique. Mon petit, laisse-moi d'abord te dire, Biya, c'est l'un des la plus malchance que le Cameroun a connu. En 43 ans, M. Biya a pris un pays qui était plus haut, il a rendu plus bas. En 43 ans, qu'est-ce que Biya a fait au Cameroun? Pas une route au Cameroun. En 43 ans, Biya a détruit le Cameroun. Et quand vous voyez ce genre de personnes,
ces personnes sont plus dangereuses que ces messieurs au pouvoir. En 43 ans, Biya a créé ce qu'on appelle au Cameroun la jalousie ethnique. Voilà, parce qu'au Cameroun, je vais vous dire, il n'y a pas de tribalisme qui existe vraiment, comment dire, mais il y a la jalousie de certaines ethnies au Cameroun. Voilà. Il faudrait qu'on se dise des choses telles que ça se doit. Biya a détruit le Cameroun en 43 ans. Il y a beaucoup dans les commentaires, je vais vous dire, cette tenue que je porte, c'est ma tenue. Et beaucoup dans les commentaires disent souvent, tu as pris cette tenue, je vais vous dire, je vais vous donner mon CV, entrer dans mon machin. Moi, que tu vois là, je suis un militaire très bien formé. Pas les bêtises qu'au Cameroun, on est en train de former 3 mois. Écoutez bien. Moi, nous, je suis formé en Minkama. Au Bala, ceux qui connaissent au Bala, j'ai été formé en 2011. Voilà. Deuxième contingent commando GP. Je suis la deuxième génération de militaires formés type GP à Minkama. Voilà. Et comme je dis, cette année, vous allez voir ce qui doit se passer au Cameroun. Il y a une nouvelle génération conscience camerounaise qui se sont réveillées. Vous ne pouvez plus faire, je vais me dire quoi, donner en sorte que les Camerounais ont peur en octobre. Les Camerounais se sont réveillés. Ce n'est pas la manipulation que j'ai vue sur les réseaux. On a parlé où c'était 10 millions de jeunes à l'extrême nord, où ils sont allés payer les enfants de 13 ans pour aller soutenir ces dictateurs, ces criminels de Biya. Voilà. Même ceux que vous pensez que l'armée, là, vous mentez, parce que je parle avec mes anciens collègues. Ils sont debout, ils sont réveillés. Il n'y a pas de distraction cette année. Je vous ai dit que le ballon devait se jouer au sol. Et le ballon là doit se jouer au sol. Le terrain doit se jouer au sol. Arrêtez vos histoires. Voilà. Arrêtez de penser que l'armée doit peut-être aller supporter, mais vous mentez. Je vous dis ce que je dis, c'est la réalité et la logique. Ne pensez pas que si les Camerounais se mettent qui veulent revendiquer leur victoire en octobre, l'armée va aller faire quelque chose. Vous mentez, parce que ces militaires même se sont réveillés. Même je parle avec des anciens qu'on a travaillé ensemble. Voilà. Et je vais vous dire, c'est 2 ans de guerre contre Boko Haram. J'ai effectué 2 ans de guerre. Et comme je dis souvent aux gens, mon CV, mon histoire est gravée dans les archives du Cameroun. Hein? J'étais chef de groupe. Chef de groupe, chef d'équipe. J'ai amené mes hommes au combat, au front. Ne parlez pas les histoires que voient souvent certains viennent parler. C'est parce qu'à un niveau, on a pris conscience, on s'est réveillé. Voilà. Cette année, bien, il faudrait qu'on fasse tout comme bien dégager les outils. Pour que les Camerounais ont une vie digne. J'étais à l'extrême nord. Allez à l'extrême nord, vous voyez comment les gens souffrent. Il n'y a pas d'eau potable. Comment les gens là-bas souffrent. Les enfants à l'extrême nord, au grand nord, mangent le mil du 1er au 31. C'est du mil qu'ils mangent. Vous voulez bavarder quoi? Vous voulez distraire les Camerounais? Vous pensez pouvoir distraire les Camerounais? Quand vous voyez un monsieur comme celui-ci là, il est plus dangereux. Ce monsieur est plus dangereux, ces gens, quand les gens se lèvent pour aller revendiquer pour que le Cameroun soit digne d'un pays normal. À l'époque, d'un pays normal, il y a de ça 43 ans, le Cameroun était un pays normal. C'était les gens enviaient le Cameroun, mais aujourd'hui, qui envie le Cameroun? Et arrêtez un instant, hein. À un niveau, il faut arrêter vos conneries là. Il faut arrêter. Arrêtez vos conneries là, comme je vous dis. Vous allez voir. Comme si peut-être vous pensez que les hommes sont devenus bêtes. Alors, vous allez voir ce qui va se passer. Vous êtes fous bien. Attention, la tenue, on ne porte pas la tenue pour s'enrichir. La donne, vous ne portez pas la tenue pour vous enrichir. Vous avez porté la tenue parce que, en temps de paix, vous faites le travail avec la police. En temps de guerre, on s'en va en guerre. On a porté cette tenue pour défendre cette pauvre population. Lorsque cette pauvre population, ces pauvres hauts fonctionnaires, les supérieurs de la nation, la tenue, on ne porte pas la tenue pour s'enrichir. Écoutez bien. Vous ne portez pas la tenue pour vous enrichir. Vous avez porté la tenue parce que, en temps de paix, vous faites le travail avec la police. En temps de guerre, on s'en va en guerre.
On a porté cette tenue pour défendre cette pauvre population. Lorsque cette pauvre population, ces pauvres hauts fonctionnaires, les supérieurs de la nation. Réussir, c'est notre devoir. Alors on continue de se battre. On continue de se lever chaque matin avec la même détermination. Parce que c'est notre devoir. Parce que c'est notre rêve. On n'a pas peur de l'effort. On n'a pas peur de la fatigue. Mais on a peur de ne pas essayer. C'est pour cela qu'on avance jour après jour, avec la conviction que nos efforts finiront par payer. On refuse de laisser les circonstances dicter notre destin. On refuse de croire que la pauvreté est notre destin. On se lève chaque jour avec l'envie de prouver qu'on peut changer les choses, qu'on peut transformer nos rêves en réalité. On ne veut pas être des spectateurs de notre propre vie. On veut en être les acteurs principaux. On se bat pour notre dignité, pour la fierté de nos familles, pour un avenir où on pourra enfin respirer, sans la peur constante de manque de moyens. On veut offrir à nos enfants une vie meilleure, un exemple de détermination et de réussite. Oui. L'armée doit aussi permettre au peuple de vivre dignement et non d'être tenu en esclave par ceux qui ont pris le pouvoir et le pays en otage. Celui que vous étiez en train d'écouter, c'est Dadis Camara. Il n'était que capitaine. Il avait pris ses responsabilités. Doumbouya est arrivé en Guinée. Et pourtant, il était à côté de Condé. Biya aujourd'hui a pris le Cameroun en otage, l'armée en otage, puisque le BIR a été créé pour uniquement le protéger, même s'il se retrouve aujourd'hui au front. À cause des guerres, le Cameroun a sombré. Parce qu'il faut prendre l'argent du pétrole, l'y injecter pendant que les infrastructures sont négligées, les hôpitaux sont abandonnés, les enfants sont désespérés et sont obligés de s'enfuir loin du pays. Le Cameroun ressemble à un champ de guerre en friche. L'armée camerounaise va-t-elle continuer à soutenir la dégradation du climat social? L'armée camerounaise va-t-elle toujours continuer à se démarquer dans des crimes de guerre, tout en sachant que ces crimes sont imprescriptibles et que ceux qui ont eu à commettre ces exactions, dont la torture, ils seront poursuivis partout où ils se présenteront? L'armée camerounaise peut-elle continuer à regarder ces ministres qui narguent le peuple, volent, et dont les maisons sont devenues de véritables banques, les bunkers sont remplis de billets, et qui seuls se soignent en prenant l'avion pendant que le peuple croupit avec des enfants qui parfois meurent tout simplement de mauvaise alimentation, de malnutrition ou alors de simples petites maladies. L'armée camerounaise ne doit pas être complice. Elle l'a longtemps été. L'armée camerounaise ne peut pas continuer à se mettre à genoux au moment où on a vu partout les peuples applaudir leur armée. Que ce soit au Mali, au Burkina, ou même dernièrement au Gabon où il y a eu tout juste une révolution de palais. Ce n'est pas une invitation à un coup d'État, mais à une responsabilité. C'est-à-dire que
l'élection présidentielle ne doit pas être jouée par des hommes d'armée qu'on met dans des camions pour aller bourrer des urnes à plusieurs endroits. C'est une honte qu'on vous utilise. Vous avez écouté votre camarade qui disait que vous ne faites pas la politique, mais oui, quand on vous met dans des camions pour aller bourrer des urnes, dans des maisons privées, dans des campements, dans des casernes, alors que la loi l'interdit, lorsque vous partez voter 3, 4, 5 fois, êtes-vous des patriotes? Vous ne défendez plus le pays. Vous êtes en train de brûler le pays. Lorsque vous défendez ceux qui volent, truquent les élections, et vous protégez le sous-préfet, le préfet, qui sont les organisateurs de tout cela, de tout ce désordre, vous savez bien que c'est eux qui mettent le feu. C'est eux qui vont appeler le peuple à se mettre dehors. Et alors, si le peuple se met dehors, avez-vous vu dans les autres pays l'armée tirer sur le peuple? Vous êtes là pour protéger le pays et non des individus. Vous êtes là pour protéger les institutions et non la personnification du pouvoir. Vous êtes là pour penser à l'avenir de vos enfants, à votre propre avenir, parce qu'il s'agit aussi du vôtre. Ce n'est pas parce qu'on est dans l'armée qu'on doit toujours être au terrain de guerre. D'autres pays sont bien en paix et ne font pas cette guerre-là. Vous, au moment où je vous parle, êtes-vous sûr qu'on ne vous mettra pas une balle avant même le matin, donc cette nuit? Ne voyez-vous pas que Boko Haram peut attaquer? Et qui provoque cela? Qui finance Boko Haram? Qui finance les contre-ambazoniens ou les Amba Boys d'Atangandji? Ce n'est pas le gouvernement qui refuse les négociations engagées par la communauté internationale et qui, une fois ça arrive sur table, ils bottent cela en touche parce qu'ils veulent que vous continuiez à aller vous sacrifier sur le terrain de guerre. Vous aimez vos enfants? Vous aimez vos enfants? Vous aimez votre famille? Votre pauvre mère qui ne verra même pas votre cadavre? Savez-vous le traumatisme que vit ou vivra votre épouse lorsqu'elle verra votre dépouille emballée dans un sac mbandjok par terre avec du sang partout? Parce que vous avez participé au carnage, au trucage. Et finalement, vous devenez vos propres victimes. Vous avez écouté Alpha Blondy. Et vous avez vu, quand il a voulu agir seulement tard, parce qu'il voulait profiter du pouvoir, après la mort d'Houphouët-Boigny, Robert Gueye, le général, lui-même, il a été abattu avec sa femme. Parce qu'il n'a pas anticipé les choses. Parce qu'il n'a pas voulu qu'une élection digne de ce nom soit organisée. Il faisait partie du camp des oppresseurs. Et en fin de compte, les armes se sont retournées contre lui. Les armes se retourneront aussi contre vous. Comme ceux qui étaient de la GR, la garde républicaine, et qui, bien sûr, parce qu'ils ont été trahis par quelques collègues, ont péri. Et on n'a même pas vu leur cadavre. Ce régime est arrivé au terme de sa période de méchanceté. Ne laissez pas ce pays brûler. Ne laissez pas qu'ils allument le feu qu'ils sont en train de vouloir faire avec ce qu'ils ont promis à leur démon, à leur Lucifer, qui est leur seul maître. Cette élection devrait être un rattrapage pour vous
après tant de virages que vous avez ratés. La patrie ou la mort, nous vaincrons, disait Thomas Sankara, un vrai homme en tenue qui a aimé son peuple, qui a libéré son peuple et qui s'est sacrifié pour son peuple. Il est entré dans l'histoire. Et vous? Peut-être vous entrerez dans le dépotoir. La fin de règne entraîne bien évidemment des coups violents. Les clans sont aujourd'hui en véritable guerre. C'est cette guerre qui, même ceux qui étaient les plus résistants, ne parviennent plus à tenir parce que les coups bas sont violents. Au-delà de ça, ils ont passé tout le temps à garder le fauteuil, ministre pendant 30, 40 ans, convaincus qu'après Biya, ce seront eux. Parce qu'il n'y a qu'eux. Et parce que le pays est à eux. Du palais de Toudi, où il était à côté de Biya, grand ami, ministre d'État, Biya lui a donné les clés de la justice pour ouvrir les portes de Kondengui. À tous ceux qui osaient lever la tête, il tranchait pour qu'il ait, lui seul, le boulevard afin de devenir président de la République. Laurent Esso, pas si sot, pas du tout idiot, a pourtant joué le jeu des négos, puisque les hommes-là des hommes-là faisaient partie de ceux-là qui, bien évidemment, étaient ses bras armés. La justice, il la décidait, il t'enfermait. Et Laurent Esso ne pouvait que exécuter les décisions prises par un analphabète sorti des rares égouts du banditisme de rez-de-chaussée. Le homme-là des hommes-là est tombé. Laurent Esso a résisté. Mais avec le temps, ayant devant lui des gens encore beaucoup plus percutants, agissant au nom de monsieur le président, celui qui croyait être l'ami du président, a fini par chanceler. Laurent Esso a donc commencé à comprendre que Biya n'était pas son ami. Il n'était pas son frère. Et que Biya n'allait pas lui donner le pouvoir. Et que Biya a même détruit son camp. Malade, affaibli, Laurent Esso a bien voulu aller à l'étranger pour se soigner. Que ce fut dur. Il a fallu que les Mami Wata se réunissent, que tous les sorciers des eaux puissent se convertir en esprit pour qu'ils puissent aller finalement se soigner en France. Mais depuis que Laurent Esso est parti, nous avons eu des informations et des contre-informations. Beaucoup plus dans la manipulation. Son grand ami, Jean d'Antonet, nous a dit, et il y a de cela plus d'1 mois et demi, que Laurent Esso revenait bientôt. Et il nous disait que dans quelques jours, il nous disait même dans quelques heures. Et puis ils ont monté l'opération pour essayer de nous détourner. Et du coup,
on a vu un Laurent Esso qu'on annonçait au Cameroun. J'étais moi-même convaincu que certainement il est déjà parti, puisque à l'hôpital, j'ai cherché, je ne le trouvais pas. Or, c'était un coup bien monté. Et je dois dire qu'après avoir refait une enquête méticuleuse, que ce soit des aéroports de Paris, que ce soit auprès des compagnies, et même au Cameroun, il n'y a pas de Laurent Esso ayant pris l'avion pour aller au Cameroun. Où est donc passé Laurent Esso? Sa situation est beaucoup plus préoccupante qu'on ne peut l'imaginer. Sa santé est très dégradante, de telle sorte que seul un magicien, un illusionniste pourrait vous dire qu'il a vu Laurent Esso. Laurent Esso, aux dernières nouvelles, aurait d'abord été plongé dans ce qu'on appelle un coma artificiel. Et puis, on lui a mis des poches, mais il n'a pas récupéré. Il est resté très fatigué, donc n'a pas pu voyager. N'a jamais pu voyager, n'est même pas sorti d'hôpital. Mais on nous a donc manipulés. Et comment est-ce qu'on l'a manipulé? C'est à travers sa secrétaire particulière, une certaine Chantal, pour faire croire aux magistrats, aux présidents des tribunaux, qui ne réfléchissent, n'agissent que sur injonction de Laurent Esso, que Laurent Esso était bel et bien là. Et comme d'habitude au Cameroun, il faut donner de l'argent. Chantal a donc organisé une collecte de fonds pour ceux des magistrats, des présidents des tribunaux qui devraient voir Laurent Esso à Paris, pas au Cameroun. Ainsi, Madame Gouté lui a versé des sommes d'argent conséquentes. C'est la présidente de la cour d'appel, je crois, de Yaoundé. Hein? Oui. Elle a versé beaucoup d'argent en plusieurs étapes à cette femme, à Chantal, la secrétaire particulière, pour un rendez-vous à Paris. Puis il y a eu M. Timba. Lui aussi, il est tombé dans le même tchoukin. Chantal lui a dit, je peux t'organiser un rendez-vous avec Laurent Esso. Il est le président du tribunal de première instance. Voilà, première instance. Il y a eu des centres administratifs. Est venu le tour de celui qui est au tribunal de grande instance du Mfundi, Jean-Fils Ntamak. Et dans le lot des gens qui ont été escroqués, qui ont versé beaucoup d'argent, un directeur du ministère de la Justice, bon, son nom un peu compliqué. C'est donc eux qui se sont déplacés de Yaoundé avec Madame Tama pour se rendre ici, à Paris. Ils sont venus sous prétexte que c'était un séminaire. Dans 2 semaines. Ils ont donc filé. Arrivés pour ce séminaire, ils ont donc demandé à Chantal, chacun demandait à Chantal, bon, maintenant j'attends le rendez-vous. Chantal a tourné, n'a fait que tourner. Il n'a fait que tourner tout ce monde-là. Le ministre, il s'est réveillé ce matin. Il a eu un peu de fatigue, puis il s'est encore endormi. Attendez encore le lendemain. L'autre revient. Oh, le ministre aujourd'hui,
il est en train de passer 800 examens ou 200 examens parce que c'est vraiment un ceci et cela. Attendez encore dans 2 ou 3 jours, il va vous recevoir. L'autre, oh le ministre, vraiment, il commence déjà à marcher, mais il a dit qu'il a mal à la tête, il ne peut pas bien vous recevoir là parce que il faut que vous parliez, vraiment c'est une réunion qui veut que ce soit ceci et cela. Vous savez que dans le cadre des séminaires de 2 semaines, ça passe, et après 2 semaines, vous devez rejoindre vos postes. Tout ce qu'ils ont dit, c'est que le médecin a dit que, le médecin a dit ceci, il faut l'autorisation du médecin, il faut ceci et cela. Aucun d'entre eux n'a vu Laurent Esso. C'est le ministère de la Justice, hein? C'est le ministre d'État qui est parti depuis et on ne sait pas là où il se trouve. Les gens quittent le Cameroun pour arriver là. Je crois que celle qui est présidente de la cour d'appel aussi de Douala, Diouvoli, oui. A insisté que mais j'ai donné l'argent et tout, comment est-ce qu'elle ne parvient pas à le voir et tout. Finalement, elle a été rappelée à l'ordre par roi empereur ou comme on l'appelle, quelque chose comme ça, pour lui demander de rejoindre Douala, son poste. Dernièrement donc, alors qu'on nous a fait, on nous a trompé que Laurent Esso était bien là-bas. On nous a fabriqué des faux documents qu'il a voyagés. Je suis parti récupérer les audios. Je n'ai pas vu le nom de Laurent Esso. Je dis, mais c'est pas possible. Je vous avais dit que ces maisons étaient déjà vendues. Qu'il avait commencé à vendre ces maisons. Mais on nous a fait croire que Laurent Esso est là depuis, qu'il est en train de récupérer, qu'il va aller au bureau. Or, la personne qui a volé tout l'argent, c'est Chantal. Je dis donc aux magistrats là, parce qu'elle ne veut pas citer les noms des magistrats qui sont anonymes, parce qu'elle a pris beaucoup d'argent. Mais je vous ai cité les noms qui sont importants. Mais ce qui est très grave, c'est que une autre opération vient d'être réalisée par le procureur Ntamak Fils. Ntamak Fils est procureur général du centre. Alors, il a quitté le Cameroun pour venir à Paris avec un ordre de mission, plutôt une permission. Cette permission est signée Laurent Esso. Monsieur le ministre Momo, je vous appelle maintenant ministre. Ça là, c'est contre toi. Ce n'est pas Momo qui a signé cette sortie. Laurent Esso est à Paris. Un ministre ne peut pas signer l'autorisation étant en France. C'est une fausse autorisation, Momo. Il faut frapper parce que les gars là, ils veulent te finir. Hein. C'est une fausse autorisation. Le procureur Ntamak est en train de traîner ici. Lui-même n'a pas vu Laurent Esso. Il dit que ce sont les congés ou ce sont ceci. Ce n'est pas Laurent Esso qui a signé. Laurent Esso ne peut pas signer. Et il n'a même pas la force pour signer. Et un ministre ne peut pas signer des documents étant à l'étranger. C'est donc Momo, qui est le ministre délégué, qui a droit à la signature. Ah, pourquoi Ntamak fait ça? Momo, je vais t'expliquer. Parce que c'est ça que tu es en direct là. J'aime bien parce que toi, tu ne caches même pas. Hein. Toi, moi j'aime, toi, tu es réglo. Tu écoutes et tu ne mens pas. Tu dis que, ah, moi, je regarde et tout et tout. Bon. Le fait,
Le problème, c'est quoi? Je t'ai d'abord dit que Chandantoné, que tu vois là, ce n'est pas ton ami. Hein. Tu vas manger là-bas, tu vas manger le poison. Chandantoné te déteste grave. Il veut ta place. Deuxième des choses. Sache que si Ntamak est parti, c'est pour revenir avec des fausses instructions. Pourquoi des fausses instructions? Parce que tu as saisi les magistrats, les procureurs, pour qu'ils te rendent compte. Ils se sont donc réunis. Ils ont dit, hey, le type-ci, il peut nous mettre les bâtons dans les roues. Or, et ils sont dans leur tunnel. C'est Laurent Lesso qui les a placés. C'est pas Laurent Lesso qui t'a placé. Hein. C'est pour ça que tu es d'ailleurs passé voir Chandantoné plusieurs fois, n'est-ce pas, Momo? Pour que lui aussi te donne quand même quelques dossiers là, pour que tu manges un peu, pour que tu signes. Mais tu as vu qu'il n'y a pas moyen. Donc les gars là, ils veulent déjà t'éliminer. Ils veulent t'éliminer. Pourquoi est-ce qu'ils veulent aussi t'éliminer? Parce que c'est la pieuvre. Ils veulent te neutraliser. Parce qu'il faut savoir que et il y a le monsieur qu'on appelle Atoulazar. Tu connais Atoulazar? Qui est impliqué dans la gestion des affaires de l'ONCPB. Alors, il est sous la sellette. C'est-à-dire que les Ngongo et machin ont tout fait pour dire à Biya qu'il faut neutraliser Atoulazar. Or, si tu es là, tant que tu es là, tu peux obéir à certaines instructions. Mais si tu n'es pas là, leur pieuvre va se réinstaller. Avec Amougou-Belinga. Voilà le clan. Amougou-Belinga, voilà des gens qui ont pillé notre pays et qui continuent à le piller. Avec lui, Paul Moutazi. Actuellement, il y a un véritable problème. C'est l'affaire Ngoumou qu'ils doivent contrôler. Ngoumou est l'ancien directeur du FODIC. Je crois que tu connais ça, le fonds quoi là, quand la CRTV a été créée, on a fait venir Ngoumou. Et après, Sengako a fait un mauvais rapport, a écrit des mensonges pour qu'on le mette en prison. Il a là Kondengui. Et son épouse, Blanche, était partie avec les enfants. Il est arrivé donc à un certain moment que il a saisi le président de la République pour que, bien sûr, on puisse l'aider. Enfin, pas l'aider, qu'on puisse le réhabiliter. Parce que il n'avait jamais volé. Mais ce Ngoumou-là, ils veulent le tuer. Pourquoi? Parce qu'il y a une affaire de 24 milliards que Paul lui avait signé. Qu'on lui donne cela. Mais les 24 milliards ont été bloqués par Amougou-Belinga et ton patron, Laurent Lesso. Avec la complicité surtout de lui, Paul Moutazi. Et cet argent est actuellement en jeu. Le Cameroun a été totalement pillé par Amougou-Belinga et lui, Paul Moutazi. Lui, Paul Moutazi a pris l'argent d'autrui. Il a viré 12 milliards dans Vision Finance. 12 milliards de Lazare Otou. À tout. On parle de Lazare Otou.
d'Ongoumou dans les comptes de Vision Finance. Parce qu'Amougou avait envoyé une certaine Djomba qui est sa Wolwos d'aller faire semblant d'être une démarcheuse et on lui a demandé tu laisses d'abord 12 milliards. Et maintenant, nous prenons 12 milliards. Sur les 12 milliards qu'on devait payer à tout. Oh là là, excusez-moi. Angoumou. Amougou avait conclu un pourcentage de 20%. Selon un accord qu'il a fait avec Moutazé. Mesdames et messieurs, vous vous rendez compte, Amougou est en prison. Au moment où le Cameroun n'a rien. Ils disent que sur les 24 milliards que Biya a versé en Goumou, devait verser en Goumou, a demandé qu'on verse en Goumou. On a arrêté le gars. On est parti encore, c'est-à-dire le colonel de Toulou. On l'a vu que par l'arrêter. On a arrêté le gars pour qu'il ne touche pas son argent. Et on lui a dit, signe la reconnaissance de dette. Si tu ne signes pas la reconnaissance de dette, tu retournes à Kondengi. Le gars a signé la reconnaissance de dette. Et ça ne s'arrête pas là. On lui dit, on va donc te verser 12 milliards. Donc, eux-mêmes, ils bloquent d'abord, ils disent que 12 milliards appartiennent à l'État. Mais les 12 milliards, Amougou, Moutazé et Mouvoua ont encore bloqué cela. Et ils se sont partagés. Maintenant, les 12 milliards qu'on doit verser à celui qui doit être indemnisé, c'est-à-dire Ngoumou. Cet argent, alors que le gars a dit au directeur du Trésor, ne me vire plus mon argent, ne vire pas mon argent à Vision Finance. Lui, Paul Moutazé a ordonné qu'on vire l'argent, 12 milliards de quelqu'un, à Vision Finance. Au moment où je vous parle, il n'y a même plus un centime. Ils ont déjà fait sortir tout l'argent de Vision Finance. Vision Finance est en cessation de paiement. Donc même les gens qui sont là-bas, on prend un peu d'argent d'Ongoumou, qui lui n'a rien, et qu'on va bientôt tuer comme Martinez Zoro. On donne ça à quelques gens. Vision Finance, Vision 4, n'ont plus rien. Je parle avec des documents, mesdames et messieurs. Je commence avec ces documents. Voici un échéancier de remboursement, c'est-à-dire quelqu'un qui a son argent à Vision Finance. Il veut récupérer cet argent. Et voilà ce que la directrice de Vision Finance que Amougou a recruté écrit. Vision Finance SA, échéancier de remboursement, montant en compte disponible, c'est-à-dire que quelqu'un avait dans son compte 691 978 638 francs CFA. Montant cantonné 221 388 833 francs CFA. Donc je dis bien montant en compte disponible. On dit c'est disponible. Hein? 691 978 638 francs CFA. Durée de remboursement 3 ans. C'est-à-dire que vous êtes parti mettre votre argent, vous voulez retirer, il n'y a plus moyen. Périodicité mensuelle. Montant de chaque versement, Vision Finance s'engage à verser 20 millions de francs CFA. Note explicative. Nous proposons cet échéancier pour permettre à l'établissement de poursuivre ses activités d'intermédiation précisément sur le suivi des encaissements et le recouvrement à l'effet de faciliter le remboursement progressif de ses avoirs dans nos livres tout en gérant les ressources de manière responsable. Nous sommes convaincus que cet échéancier est réaliste et permettra de satisfaire les besoins de l'établissement tout en préservant la stabilité financière de notre entreprise. En outre,
favorable à faire des opérations ponctuelles en cas d'embellie financier. Nota bene, les paiements se feront en francs CFA dans un compte domicilié au Cameroun. Yaoundé, 8 mai 2025, le directeur général Adèle Stéphanie Ngobon, Vision Finance, direction générale. Voilà ça. Donc, l'argent d'Ongoumou, qui a été décidé depuis, voici tout le procès. Tout ce que vous voyez là, je vais vous lire quelque temps après pour voir jusqu'où lui, Paul Moutazé, ce monsieur est dangereux. Il est dangereux. C'est hallucinant. Donc on dit que Amouk Belinga est un homme d'affaires. C'est lui, Paul Moutazé, qui lui dit de ne pas payer les impôts. Et il va prendre l'argent. Alors que le monsieur, sous prétexte que le monsieur a signé, il a signé avec le couteau à la gorge. On lui a dit, si tu ne signes pas, que tu nous le donnes d'abord 12 milliards. Le gars signe. On te renvoie en prison. Maintenant, on lui dit, on va te virer à toi seulement 12 milliards. Il accepte, il est content. Toutes les décisions sont ici. Je pourrais peut-être les lire, même comme je vois qu'il commence à se faire tard et que j'ai encore d'autres dossiers. Certainement, je vais revenir la semaine prochaine. Mais en ce temps, comme je vous le dis, Amouga a donc été, et c'est comme ça ce régime. Ils n'ont élevé que des bandits. Et c'est pour ça qu'ils veulent rester à vie au pouvoir. Et ils ont tellement de l'argent. Qu'est-ce que vous pouvez faire alors que les caisses de l'État sont vides avec 24 milliards? 24 milliards. Et dans tout ça, le Cameroun est en train d'aller s'endetter auprès de la Banque mondiale. Le Cameroun est en train de s'endetter auprès du FMI. Le Cameroun est en train de s'endetter à travers le monde entier. C'est incroyable. Voilà les gangs qui nous gouvernent. Et voilà un qui est mourant ici à Paris. Qu'est-ce qu'il va même faire avec tout cet argent-là qu'il a planté à gauche et à droite? Voilà Atanakuna, lui aussi. C'est des gangs dangereux que notre armée doit dégager. Que vous regardez monsieur comme Amouk Belinga, il parle à un ambassadeur, il ne vous parle que des millions. Il trouve cet argent où? C'est notre argent. Et il vit à Kondengi comme un roi. Vous vous rendez compte que les militants du MRC arrivent au tribunal avec les menottes. Ils n'ont fait que marcher. Marcher tout simplement. C'est quand Amouk Belinga, qui a organisé l'assassinat de Martinez Zogo, avec la complicité de la DGRE, supervisé par Mwandayolo. Il arrive avec les crocos, bras ballants, il reçoit tout le monde, il fait des bises, et à Kondengi, il a un maître, avec l'argent des Camerounais. Avec l'argent des Camerounais. Dernièrement, il était à la cour d'appel, où ils sont en train de se débrouiller pour faire qu'il sorte vite. Et donc le gars, quand vous entendez qu'on va là à la cour d'appel, donc le président quitte le Cameroun pour aller voir Laurent Esso, pour que Laurent Esso lui dise que, qu'est-ce que je fais, pour que Laurent Esso lui dise ce qu'il doit faire dans Amouk Belinga. Est-ce que je le libère tout de suite et tout. Sauf qu'il arrive là, et il n'y a pas de Laurent Esso. C'est pour ça qu'il voyage. Et du coup, comme ils n'ont pas encore vu Laurent Esso, voilà, Ntamak qui lui aussi est là. Il attend qu'il descende avec les instructions que, enfin, j'ai vu Laurent Esso. Il a dit, ça veut dire, libérons Amouk Belinga. Le dernier procès a été renvoyé au 19 juin. On ne le juge pas. On cherche seulement à le libérer d'abord. On vous dit, allez au tribunal militaire, qu'on juge Amouk Belinga, qu'il nous prouve qu'il n'est pas impliqué. Et même seulement l'ensemble de ces vols qu'il a commis dans les caisses de l'État, qu'on
Comment vous pouvez libérer un type comme ça? Comment Moutassé peut être ministre au Cameroun? Écoutez le gang qui nous gouverne. Écoutez-les. Moutazé Amogobelinga. Voici d'abord. Mes chers compatriotes. Voilà ce qu'un gars va vous dire, ce qui se passe. En week-end, j'aimerais que vous partez ce. C'est un boulot, hein. Cousin de Chantal Biya qui parle là. En vous disant que si vous voyez tout ce que vous voyez, la question de savoir si le président Paul Biya va partir ou ne va pas partir en 2025 n'est plus une question que les gens qui voient la situation se posent. Non, nous on ne se pose plus la question. C'est ceux qui fanfaronnent au loin, qui rêvent de voir les choses continuer, qui continuent à croire. Non, on n'est plus là. La vraie question qui est là en ce moment, c'est tout ce que vous voyez en ce moment, c'est quand le président Paul Biya s'en va, dans quel état sont les comptes? Voilà. C'est ce qui a été fait qui est en train d'être caché. On essaye de vous cacher la vérité sur la situation du Cameroun. Plus on sera soudé pour demander le départ, pour continuer le changement, plus vous verrez que ça va bouger dans tous les sens. La vérité, c'est qu'on nous cache les comptes. C'est ça la vérité. Et pour nos enfants, pour les générations qui viennent, c'est un danger. C'est un danger. Parce que le jour où ils partiront sans qu'on le sache, ce sera trop tard. Il est temps que nous nous retroussons les manches parce que c'est en octobre que ça doit se passer. Beaucoup se posent la question dans les journaux à petit prix. On passe le temps à dire Kanto le matin, Kanto à midi, Kanto le soir. Je vais vous annoncer ceci. Candidat ou pas candidat, le professeur Kanto sera le maillon fort, est le maillon fort du changement après Paul Biya. Que ça vous plaise ou non. Donc arrêtez de demander candidat ou pas candidat, c'est pas important. Ce n'est pas important. La politique, c'est les calculs. Monsieur Kanto a déjà porté son bagage et il est prêt pour le changement. Candidat ou pas candidat, il sera là pour le changement. Bon week-end, méditez et faites tout. Parce que moi je vous dis, on cache certaines choses. Les rats sont en train de sortir de tous les côtés. C'est la situation de votre pays qu'on est en train de camoufler. Sinon, comment justifier qu'on dépense 2 milliards pour inaugurer un bâtiment où on a reçu un don? Comment dépenser des milliards pour aller soudoyer les gens pour qu'ils viennent voter? Au point où le petit frère Bruno justifie le fait que les gens viennent s'abreuver sur le compte de la à droite, le RDPC mélange les comptes avec ceux de l'État. Cher petit frère Bruno, toi, tu es un bon consommateur de l'argent public. On peut comprendre que ce soit normal pour toi. Mais pour l'intérêt général, le RDPC n'a pas à se servir de l'argent public pour le distribuer aux citoyens à son compte. Vous vivez dans la confusion. Et octobre, cher petit frère Bruno, ce sera le changement, même pour toi. Bon week-end. Monsieur, taisez-vous, monsieur l'ambassadeur. Voilà. Taisez-vous quand je parle. Vous vous taisez. Voilà. Vous prenez tout ce que vous taisez-vous, nous monsieur. sommes là. Nous sommes là. Le président, nous sommes là. Vous voulez que je raccroche? Vous voulez voir ma réaction? Parce que moi, je dois danser. Mais ce que je dis, c'est que vous avez bouffé mes 400 millions. 400 millions. Vous avez bouffé mes 400 millions avec Ouno. Et chaque fois, j'intervenais ainsi de suite là. Vous avez fait quoi en retour en dehors de venir? Qu'est-ce que je n'ai pas donné à votre épouse comme argent et vous-même? Je n'ai pas voyagé avec elle dans mon jet.
Vous avez déjà mis pied dans un jet depuis que vous êtes né. Je suis très déçu. Hein. Bonne soirée, vous n'avez rien à dire. Vous me la bouclez, monsieur. Et je ne voudrais plus que je ne veux plus voir votre ombre à Vision Finance. Je m'arrête là. Je n'ai même pas envie de saisir les autorités centrafricaines ou Cameroun. Voilà donc le grand homme là. Dans ce que vous pouvez constater qu'un opérateur, comme on disait Martinez, n'est même pas un opérateur économique. Donc, lui, Paul Motazé, avec les Laurent Esso, ont installé ce type de Mbondayolo et consorts pour être leur pion pour vider les caisses de l'État. Et là, ils savent maintenant qu'ils doivent faire tout pour libérer Amouk Belinga. Tous les magistrats corrompus sont dans le même plan, dans le même bateau. Mais comme Dieu fait des choses, Laurent Esso ne parle plus. Laurent Esso n'ouvre les yeux que pour 1 seconde et 5 secondes. Ils vont lui faire signer des choses qui n'existent même pas. Mais pendant ce temps, Biya est bloqué en Boumaka. Son neveu, lui, Paul Motazé, qui a été ministre de l'économie, puis ministre des Finances, donc qui a dirigé tous les grands projets, aucun n'a abouti. Lui, Paul Motazé, est à gauche et à droite, sous prétexte qu'il est envoyé par Biya. Il va au Fonds monétaire international, à la Banque mondiale. Le Cameroun ne fait qu'accumuler des prêts. Nous en sommes à plus de 14 000 milliards. Qui va rembourser ça? Et ça va où? Et vous allez voir que nous sommes en pleine campagne électorale. Comment se peut-il que ce soit à ce moment que les institutions de Bretton Woods, ne voyant même pas Biya, commencent à prêter de l'argent au régime Biya? Vous allez voir la lecture d'une avocate, Maître Tangana, qui vous parle donc d'un pillage bien organisé, comme je vous ai toujours dit. On vous amène ailleurs. Oh, le machin, mandat impératif, mandat ceci. Comme on vous dit là, c'est pour que vous ne voyez pas là où ils sont en train de voler. Ils sont en train d'entasser des milliards pour s'enfuir ou bien pour prendre le pouvoir par la force. Et en même temps, le pays sera complètement épave. Les caisses sont totalement vides, exsangues. Et ils vont acheter des armes pour nous abattre. Ces gens sont dangereux. Ces gens, c'est donc là, mais c'est du jamais vu. Mesdames et messieurs, si jamais on vous demandait à quoi sert le régime, a servi le régime Biya et tous les milliards qu'il a eu empruntés, que direz-vous? Eh bien, la Banque mondiale et les organisations internationales s'y plaisent aussi. Parce qu'après cela, ils viendront tout récupérer, les matières premières, malgré les mensonges de Grégoire Ouna qui dit que Paul a préservé la richesse. Regardez ça, écoutez ça. Je me suis promise de ne plus me taire lorsque mon pays reçoit ou perçoit ou je perçois des injustices. Je parcours l'actualité comme tous les matins et je tombe sur un article. Au-delà des 1736 Camerounais qui ont été déportés en janvier, ce sont des gars qui fuyaient le Nozo. Hein. Ce sont des gens qui sont allés chercher une vie meilleure ailleurs, qu'on va renvoyer comme des pauvres prisonniers, on les menotte, on les met dans l'avion. Ce sont des vies brisées. Au-delà de ça, je vois que le conseil d'administration de la Banque mondiale réuni en sa session du 14 mars 2025, et je lis, a approuvé la deuxième opération de soutien aux politiques de développement pour la soutenabilité budgétaire, des gros mots, et la croissance inclusive, des gros mots, au profit de la République du Cameroun. À l'issue de cette réunion, le conseil d'administration de la Banque mondiale a également approuvé un décaissement en faveur du Cameroun d'un montant de 200 millions de dollars. Mes frères, c'est 120 millions de francs CFA qu'on vient de donner au gouvernement camerounais. Et ils disent, portant ainsi à 300 millions de dollars, soit environ 180 milliards de francs CFA, l'ensemble des appuis budgétaires reçus de ce partenaire. Ils se sont classés partenaires depuis la conclusion du programme de 2022. Corée.
Cela a été possible grâce à la mise en œuvre par le gouvernement, sous la très haute impulsion du président de la République, son Excellence Paul Biya, des réformes visant notamment à accélérer le processus de décentralisation, bla 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 bla, et pour améliorer durablement l'état du réseau routier. Comment ne pas s'énerver? Pour améliorer les infrastructures de transport et pour la gestion de la ressource en eau. Pour une militante panafricaniste que je suis, c'est une gifle. Comme d'habitude, je vais vous expliquer. Depuis qu'ils ont reçu les premiers 100 millions de dollars en 2022, puisque c'est porté à 300 millions maintenant, qu'est-ce que le gouvernement camerounais a fait depuis 2022? Les poubelles ne sont pas nettoyées. Moi, je rends responsable la Banque mondiale de continuer de nous assujettir, de continuer. Quels sont les critères pour que la Banque mondiale donne cet argent au gouvernement camerounais en pleine campagne électorale? La Banque mondiale aurait pu attendre octobre pour donner cet argent à un gouvernement légitime. Le gouvernement camerounais est illégitime. C'est un régime de clientélisme. Je vais plus loin. Pour que la Banque mondiale donne cet argent au gouvernement camerounais, elle doit faire attention à ce qu'on appelle la bonne gouvernance. Le Cameroun est classé 142e sur 180 en termes de mauvaise gouvernance par Transparency International en 2023. Les Américains le savent. La Banque mondiale le sait. Mais il nous donne 200 millions. 200 millions, il vient de donner au président Paul Biya et à son ministre des Finances, M. Motazé, en pleine campagne. Vous savez ce qu'ils nous ont fait? Ils ont donné le pouvoir à notre gouvernement en termes simples. Ils légitiment ce gouvernement. Ils veulent que ce gouvernement repasse cette année pour les élections. On vient de leur donner leur argent de campagne. Ils vont aller faire asseoir les enfants du bon Dieu dans le Grand Nord, comme on a vu, à même le sol. On va leur donner des t-shirts de Paul Biya et on va leur dire 1, 2, 3, chanter Paul Biya, toujours chaud, gars. Et ils vont chanter. Mes frères, c'est violent. Le rôle de la Banque mondiale, sa mission principale, c'est de réduire la pauvreté et de relancer des projets de développement comme l'infrastructure, la santé, l'éducation. Depuis 2022, on a vu ça au Cameroun. Et avant 2022, on parle de 40 ans de règne. Vous avez vu ça au Cameroun? Cet argent va-t-il améliorer la condition de vie des Camerounais? Pourquoi on veut légitimer la pauvreté? Je ne trouve pas normal qu'au XXIe siècle, une maman porte son enfant sous le soleil au dos avec un plateau de tomates sur la tête et qu'elle marche dans les rues pour le vendre. C'est inhumain. C'est inhumain. Moi, quand je passe, je pleure. J'ai envie de dire, donne-moi tous les tomates, là, j'achète. Rentre à la maison, va te reposer, maman, pardon. Tu n'as rien fait de mal, le bon Dieu. C'est inhumain qu'un enfant de 7 ans porte un plateau d'arachides et qu'il vende les arachides d'aller à l'école. Mes frères camerounais, n'acceptons plus une chose pareille. C'est inhumain. La Banque mondiale le voit et la Banque mondiale vient de redonner de l'argent à un régime corrompu. Je rends la Banque mondiale responsable de tous les maux du Cameroun et je vais aller plus loin. Ce qu'ils vont faire quand ils auront fini de donner de l'argent à un régime corrompu, on appelle ça shark loan. Those people know what shark loan means. Quand tu donnes de l'argent à quelqu'un qui ne peut pas te rembourser, c'est ce que c'est, parce que tu veux l'assujettir. Le Cameroun est incapable de le rembourser. Notre ministre des Finances sait que la dette est de 40% du produit international brut. C'est un fardeau supplémentaire que la Banque mondiale vient de mettre sur le dos de la jeunesse camerounaise. Vous les jeunes là, qui avez tous moins de 20 ans, vous êtes 50% au Cameroun. 50% de la jeunesse camerounaise a moins de 21 ans. C'est vous qui allez rembourser cet argent. Ils ne seront plus là. Monsieur Paul Biya ne sera plus là. Son ministre des Finances ne sera plus là. Et vous savez ce qu'ils vont faire? Ils vont venir avec des régimes d'austérité. Nous allons dévaluer le franc CFA. Nous allons diminuer le salaire des fonctionnaires. Rembourser. Ça va être du chantage. Oui, ce sera donc du chantage. C'est déjà d'ailleurs du chantage. Au nom de ces amba qui ne comprennent absolument rien, qui sont généralement... Nous, les gens d'en bas, on ne comprend pas là où il y a l'argent. On nous pousse seulement. Et d'ailleurs, c'est des enfants, des pauvres, à qui on donne du pain, de la sardine. C'est eux qui vont vous dire, Paul Biya, oh yeah. Dès que Cavaillé dit, Paul Biya, oh yeah, il récupère ça. C'est eux qui vont vous dire que c'est le meilleur président. Mais ils ne savent pas que c'est leur avenir qui est hypothéqué. Ils ne savent pas que c'est à cause de ces régimes que malgré le Master 2, malgré les doctorats d'ailleurs, les professeurs que je vois, les enseignants universitaires qui disent qu'ils soutiennent Paul Biya.
C'est à cause de ce Paul Biya qu'ils ont justement des salaires de catéchistes. Combien de fois il faut donc vous dire que l'argent de Paul Biya qu'il distribue 10 tons partout, puisque Atangani se présente, les ministres se présentent, voici le don du chef de l'État, voici ceci du chef de l'État, que ce n'est pas son argent. C'est votre argent. C'est vous qui allez payer. C'est vous qui allez rembourser. Continuez donc à applaudir parce qu'on vous a donné un pain. Parce qu'on vous a donné du pain. Parce qu'on vous a dit que vous défendez ou telle tribu et vous avez eu un jus. Mais pendant ce temps, leurs enfants sont à l'abri. Avez-vous déjà vu Brenda Biya dans les manifestations? Avez-vous vu Junior dans la rue? Même avec le tissu de Paul Biya? Jamais. Parce qu'ils n'ont pas besoin de ça. Et ils ont déjà tout ça. Et leur maman, alors, elle est devenue une véritable reine. Madame la Présidente, puisqu'aujourd'hui, c'est elle qui dirige le pays, donne les injonctions, sort de l'argent, bénéficie de tout le protocole et ne se cache même plus de s'appeler véritablement Madame la Présidente et annonce même, bien évidemment, sa candidature à l'élection présidentielle. Ah! C'est quoi ça? Clignotant. Full stop.